Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Dossier brûlant consacré ce soir à un sujet d'intérêt national, d'enjeu majeur global qui touche aux droits humains, mais aussi aux relations internationales. Il s'agit de la migration irrégulière, immigration clandestine, dites-vous. On a d'un côté les pays africains qui font face à des situations économiques, politiques et sécuritaires difficiles qui poussent de nombreux citoyens à chercher de meilleures opportunités à l'étranger. Et de l'autre, les pays européens et américains qui doivent gérer les arrivées massives de migrants sans papier, ce qui soulève des enjeux humanitaires, sociaux, économiques et politiques majeurs. Le drame dans ce tableau, c'est la facture très salée de cette migration irrégulière. Tenez, rien qu'en 2023, selon les Nations Unies, plus de 2500 hommes, femmes et enfants sont morts ou portés disparus en Méditerranée, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la même période en 2022. À côté de la Méditerranée, un autre circuit illégal a vu le jour. Les candidats à la migration irrégulière passent par l'Amérique latine, Venezuela, Colombie, Mexique, avant d'atteindre les frontières des États-Unis d'Amérique. Alors, question, ce problème de migration irrégulière est-il sans solution ? Quelles solutions durables mettre en place qui prennent en compte les réalités des pays d'origine comme celles des pays de destination? Et puis, ce phénomène aura-t-il des répercussions profondes sur les relations internationales dans les années à venir? On en parle dans cette émission ce soir avec nos invités. Je m'en vais vous les présenter. Je vais commencer par Serge Noël Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Toxin. Vous êtes enseignant-chercheur d'histoire contemporaine. Vos thèmes de prédilection sont les migrations, l'intégration et les identités. Et vous avez publié de nombreux articles dont la gouvernance des migrations internationales au Burkina Faso, des mesures sporadiques et accords bilatéraux à une politique véritable. C'est une acte du colloque international de Niamey. Vos vis-à-vis, Sébastien Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordonnateur général de l'association Alerte Migration Afrique. Bien entendu, on va revenir sur vos différentes associations, ce qu'elles font. Et puis enfin, nous avons le docteur Adama Kaboré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur au département des sciences sociales à l'université Norbert Zongo, c'est à Koudougou, et vous vous intéressez aux questions migratoires. Justement. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On avait souhaité justement la présence de la direction générale des Burkinabés de l'extérieur, dont ces questions relèvent justement de leurs compétences. Le directeur général a accusé le timing de la correspondance pour s'excuser. Malheureusement, ça aurait été intéressant, bien entendu, de savoir ce que nos autorités compétentes font en la matière, qu'à cela ne tienne. Alors, pour revenir sur le thème de cette émission, sur le sujet de la migration irrégulière, je vous propose d'abord de suivre un reportage que nous avons réalisé en Italie. C'est le portrait d'un Burkinabé qui a émigré de façon clandestine et qui nous relate un peu son vécu du Burkina jusqu'en Italie. Suivez. La Méditerranée, l'un des plus grands cimetières de la planète, sinon le plus grand cimetière à ciel ouvert au monde. 30 000 décès ont été recensés en Méditerranée depuis 2014, mais la réalité va bien au-delà, malheureusement. La tragédie qui se joue dans la Méditerranée l'est tout autant en Afrique du Nord, point de passage des candidats à l'immigration clandestine. La Tunisie est, avec la Libye, le principal point de départ pour des milliers de personnes exilées qui cherchent à rejoindre l'Europe. Ce passage obligé, Dressou Bonsé, un ancien candidat à l'immigration clandestine, en garde un souvenir amer. Voilà, La façon dont j'ai quitté mon pays en 2010, ce n'était pas à cause d'un conflit ou quelque chose d'autre. C'est juste parce que les affaires ne marchaient pas très bien. Quand nous sommes partis, le voyage ne s'est pas passé comme prévu. On a trop souffert sur la route. Son aventure commence en 2010, alors vendeur ambulant dans son Zabré natal, Dressou Bonsé décide de partir, sans doute poussé par l'espoir d'un lendemain meilleur. Il n'avait jamais pensé, confesse-t-il, que son départ du Burkina Faso serait un chemin de croix. Sa mésaventure commence au Niger. Le jeune homme essuie alors des revers, d'énormes revers d'ailleurs. À partir d'Agadez, avance-t-il, il était sans sous.
Il a fallu donc compter sur de bonnes volontés. Je suis parti avec 200 000 francs CFA. À l'époque, je venais de me marier. J'ai donc remis 30 000 à mon épouse. Donc il me restait 170 000 francs CFA. C'est avec cette somme que j'ai quitté le Burkina pour le Niger. Grosse galère entre-temps, on s'est retrouvé au Tchad pour la Libye. J'ai payé le passeur à Agadez et il ne me restait plus rien. Pas même 5 francs dans la poche. Je n'avais rien même pour acheter un cache-nez. J'ai dû utiliser mon débardeur pour me protéger d'Agadez jusqu'en Libye. Arrivé en Libye en plein remous social, Drissou Bansé se voit obligé de travailler gratuitement. Des mois à trimer dans un camp militaire sans toucher un seul copec et à risquer sa vie. En 2011, alors qu'il n'en pouvait plus, dit-il, l'air dépité, il décide de regagner les côtes libyennes. Le point de non-retour, clame cet aventurier. Quand nous sommes arrivés en Libye, il y avait la grogne sociale qui a dégénéré en conflit. J'ai eu un travail dans un camp militaire en pleine guerre civile où les bombes éclataient partout dans la ville. J'ai travaillé 3 mois sans salaire et ça m'a mis en colère. Un soir vers 22 h, j'ai pris la décision de ne plus y travailler, même au péril de ma vie. Le parcours en bateau se révèle plus périlleux. Drissou Bansé était loin de s'imaginer que son calvaire ne faisait que commencer. Entassés dans la barque de fortune, sans eau ni nourriture, ils ont navigué, dit-il, pendant des jours, sans trouver leur chemin, avant de tomber sur des gardes-côtes maltais qui les ont dirigés vers les côtes italiennes. On a passé 2 jours au milieu de l'océan sans savoir où partir, sans manger ni boire. Si tu t'hasardes à boire de l'eau, les passeurs risquent de te jeter à l'eau. Débarqués dans le sud de l'Italie, dans un camp de migrants, une autre bataille s'engage, celle des documents. Chaque candidat à l'immigration est présenté à un juge qui décide ou non de lui délivrer le précieux sésame. Et cette bataille, pour Drissou Bansé, va durer 2 bonnes années. Nous étions près de 5 000 migrants embarqués dans ce camp. Nous sommes restés dans le camp pendant 2 ans et nous étions pris en charge gratuitement à la recherche de nos papiers. Après cela, nous avons été jugés. Ils nous ont demandé pourquoi nous avons quitté nos pays. Ensuite, ils nous ont donné des papiers valables pour 1 an chacun. Passé l'étape des documents, il faut maintenant trouver du travail et un gîte. Et c'est encore la croix et la bannière pour Drissou Bansé, obligé de vivre à 10 dans une maison et travailler dans les champs à vil prix. Nous avons effectivement quitté le camp et nous nous sommes retrouvés dans la rue. Certains dormaient dans les stations, les gares ou à l'air libre. C'est dans ces conditions que nous avons commencé à avoir des contacts avec certains. Nous avons commencé à travailler dans les champs. C'est d'ailleurs ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Mais nous ne pouvions pas avoir des domiciles décents dans lesquels dormir. Nous dormons à 10 par chambre. Aujourd'hui installé à Cesena, dans la province de Forlì-Cesena, en Emilia-Romagna, le jeune homme a trouvé un travail décent. Il a pu faire venir sa famille auprès de lui. À la question de savoir s'il prendrait encore le chemin de l'aventure si c'était à refaire, sa réponse est sans embâche. Si j'étais encore au pays en ce moment, avec la situation actuelle d'insécurité et avec l'engagement du gouvernement actuel, je ne partirais pas à l'aventure. Je ne pouvais pas laisser le pays dans cette crise et aller me chercher ailleurs. Si j'étais encore au pays, j'allais m'enrôler comme volontaire pour la défense de la patrie. Il y a longtemps. Drissou Bansé a eu sa chance. Mais comment sont-ils ces milliers de subsahariens, burkinabés, ivoiriens, nigériens, maliens qui périssent dans les profondeurs de la Méditerranée dans le silence coupable des gouvernants de leurs propres États de l'Union africaine? L'indifférence des pays d'origine et des organisations sous-régionales est un signe d'échec des politiques publiques. Les nations européennes, l'Italie en tête, sont préoccupées à contenir le flux migratoire. En septembre 2023, alors que 7000 migrants débarquaient sur les côtes italiennes de Lampedusa, Giorgia Meloni, la première ministre de l'Italie, déclarait que le plus important n'est pas de transférer les migrants dans l'Union européenne,
et de les empêcher de quitter l'Afrique. Voilà, retour sur ce plateau avec nos invités, Sébastien Ouedraogo, coordonnateur général de l'association Alerte Migration Afrique, Dr Adama Kaboré, qui est enseignant-chercheur au département des sciences sociales à l'Université Nord-Ouest à Poudougou, et Serge Noël Ouedraogo, qui est le président de l'association Toxé. Alors, Sébastien Ouedraogo, je vous pose la première question. Vous qui êtes très souvent en contact direct avec les migrants qui reviennent, surtout, quand vous regardez ce reportage qui vient de passer, est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est, je veux dire, l'histoire justement de ces jeunes qui tentent l'aventure? Alors, je voudrais d'abord, à l'entame de cette émission, saluer cette initiative. Je crois que Burkina Info fait partie des télévisions qui nous donnent souvent l'opportunité d'échanger sur cette question de migration. Et je tiens réellement à le relever et à vous remercier. Alors, aussi, je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre un vibrant hommage aux migrants du monde entier, aux migrants africains et particulièrement aux migrants burkinabés. Alors, pourquoi donc? Alors, rendre hommage. Je les rends un vibrant hommage parce que j'estime à un certain moment que beaucoup sont partis souvent dans un désespoir et se sont dit que c'était la solution. Il fallait partir pour réellement se faire, comme on le dit dans le jargon, se chercher. Et en partant, c'est naturellement pour revenir participer au développement du pays. J'étais certain, peut-être qu'au cours de l'émission, nous aurons effectivement à donner des angles sur cet aspect. Donc, pour moi, d'abord, les migrants ne partent pas forcément parce qu'ils veulent partir. Voilà. Même si certains aussi, par le fait du mimétisme, effectivement, se sont lancés. Voilà, se sont lancés dedans. Les premières conditions, selon vous, ce sont les conditions d'extrême pauvreté. Oui. Bon, allez-y, allez-y. Oui. Pour moi, je n'ai pas terminé parce que je les rendais hommage, parce qu'il y a certes beaucoup qui sont restés en cours de chemin sur les routes migratoires, notamment au niveau des mers, de la mer et aussi au niveau du désert. C'est triste, c'est vraiment écœurant de voir tout cela. Mais quand on pense à ceux aussi qui ont réussi, qui aujourd'hui aussi sont sous le feu des lampes, on peut se satisfaire également de l'opportunité que ces gens ont pour revenir participer au développement. Est-ce que vous qui militez dans une association comme Alerte Migration Afrique, je veux dire, encourage ce genre d'initiative? Nous n'encourageons pas, mais je voudrais juste partager des propos d'un kidam que j'ai pu m'approprier lors d'un séjour à Agadez, qui disait ceci. Agadez, c'est au Niger. C'est au Niger. Et c'est même un coin de passage et de refoulement. Alors, donc, qui disait ceci. La migration n'est pas un problème à résoudre. Ah bon? Ah oui. La migration n'est pas un problème à résoudre. C'est plutôt un héritage de l'humanité. C'est trop profond. Okay. Voilà. Donc, et vous partagez son point de vue? Et je partage ce point de vue. Okay. Parce que pour dire que si nous nous mettons à chercher, bon, ça c'est un rapport à lien avec votre thème, si nous nous mettons à chercher forcément des solutions, peut-être que nous allons mettre autant d'énergie, mais sans arriver au résultat escompté. C'est pour cela, nous, notre organisation, pour répondre à votre question, nous sommes dans la dynamique où, effectivement, nous accompagnons nos frères migrants pour, effectivement, ils puissent le faire dans une certaine... Vous les accompagnez dans la situation irrégulière dans laquelle ils sont, ou vous les accompagnez pour avoir des informations ou pour revenir s'intégrer justement dans le pays d'origine? En amont comme en aval. En l'occurrence, le Burkina. En amont comme en aval. Nous sommes dans la sensibilisation déjà
sur le territoire pour leur donner les informations et les vrais. Voilà. Parce que pour quelqu'un qui se prépare pour une migration, malheureusement, et c'est le triste constat, ne s'entoure pas des éléments, suffisamment des éléments d'information pour affronter son parcours migratoire. Et c'est là où nos organisations, effectivement, ont un réel défi sur la question. Voilà. Alors, on va donner la parole à votre voisin, Adama Kaboré. Est-ce que vous comprenez justement ce qui pousse les jeunes Africains, pour ce qui est le cas du Burkina Faso, à émigrer, à prendre d'énormes risques? Là, j'ai eu les chiffres de 2023, rien que pour la Méditerranée, et il y a plus de 2500 hommes, femmes et enfants, malheureusement des enfants, qui sont morts ou portés disparus en Méditerranée. On ne parle même pas du désert, d'Agadez ou de la Libye ou de la Tunisie, où il y a des traitements dégradants justement de ces migrants. Vous arrivez à comprendre? D'abord, je voulais vous dire merci pour l'invitation et de traiter ce sujet qui est très important, parce que c'est un sujet aujourd'hui qui touche surtout les pays africains. Et pour le cas du Burkina, c'est vraiment important parce que c'est un pays qui, du point de vue historique, on le sait, c'est un pays vraiment où la migration est vraiment une réalité. Parler des migrants, il faut comprendre que par rapport à la question qui est posée, on parle de migration clandestine, ce qui veut dire qu'il y a la migration régulière. Voilà, régulière, donc qui respecte les normes, etc. Et au niveau de la migration irrégulière, il n'y a pas de définition type qu'il faut donner, parce que même au niveau même de l'OIM, il n'y a pas de définition qui a été arrêtée. Mais il faut comprendre que la migration irrégulière peut se définir comme une migration qui est faite sans vraiment, je dirais, respecter, n'est-ce pas, les démarches administratives pour avoir les papiers qu'il faut, les conditions d'entrée, justement. Donc, pour le cas du Burkina, il y a plusieurs facteurs. Ça se comprend parce que même tout à l'heure dans le reportage, je crois bien que celui qui l'intéressait vraiment a donné l'élément fondamental de son départ. Et pour le cas du Burkina, certes, il y a plusieurs facteurs, les facteurs économiques, politiques, je dirais même institutionnels, mais l'élément qui domine vraiment, c'est les raisons économiques. Pourquoi les raisons économiques? On est confronté à une situation où l'économie locale et l'économie nationale n'arrivent pas justement à, je dirais, combler certains vides, où les jeunes sont livrés, n'est-ce pas, à certains problèmes tels que le chômage, même des gens qui ont fini les études, qui sont confrontés aussi à la question de l'insertion. Donc, ils trouvent que aller à l'aventure, c'est un moyen pour eux de pouvoir, n'est-ce pas, se faire une place et de pouvoir s'insérer professionnellement. Donc, c'est cette raison-là qui... il y a ce problème de chômage. Justement, mais... Enfin, comparaison n'est pas comparaison, c'est vrai que... Effectivement, mais pour le cas du Burkina, c'est beaucoup critique parce que quand on regarde, je pense qu'on va quand même aborder le profil. Quand on regarde le profil des migrants, on se rend compte que ceux qui sont plus touchés, ce sont les jeunes. Et ces jeunes-là, quand on regarde, c'est soit des jeunes scolarisés ou déscolarisés, des jeunes diplômés aussi. Donc, c'est dit que c'est la jeunesse qui est vraiment touchée par ce phénomène. Et si la jeunesse est touchée par ce phénomène, c'est parce qu'il y a un problème, la question de l'insertion. Voilà. Alors, on n'a pas de données officielles justement sur la question. Je ne sais pas si c'est fait à dessein au niveau des États africains. J'en viens parce que les pays européens qui accueillent justement ces migrants ont des données, bien entendu. Est-ce que c'est une façon aussi de voir que les États africains, en l'occurrence, ne s'intéressent pas trop à la question du départ justement de leurs concitoyens au niveau de l'Europe? Donc, je m'envoie des autres pour vous remercier pour cette invitation et le reportage qui a été fait. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont morts sur ce même périlleux de l'immigration irrégulière. Et pour répondre à votre question sur les données ou sur la question de la volonté politique, alors je pense qu'on va largement au-delà de ces questions d'options prises parce que nos pays ont d'énormes difficultés, tout est prioritaire.
Et donc, dans ces conditions, avec des structures en charge de ces questions qui n'ont pas forcément tous les moyens humains, matériels ou financiers, on comprend aisément qu'on ne puisse pas avoir des chiffres fiables, encore que le phénomène, vous l'avez dit, il est irrégulier. À partir du moment où la sortie même du territoire se fait de façon irrégulière, c'est difficile d'avoir une quantification exacte. La même chose aussi pour le transit. Ceux qui viennent au Burkina, en règle générale, c'est des ressortissants des pays de la CEDEAO ou de l'UEMOA, avec des facilités de circulation. Le Burkina est un pays de transit, de migrants. De transit de migrants, ouais. Okay. Et d'ailleurs, c'est le transit qui a donné le goût au Burkina, voilà, et l'envie d'aller, d'entreprendre aussi ces mêmes migrations. Donc, c'est pas forcément un manque de volonté politique, voilà, mais c'est une réalité à prendre en compte et à quantifier pour pouvoir mieux la traiter à la partie de droit. Est-ce que pour peut-être prendre ce que Sébastien Ouedraogo a dit, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. C'est une question d'humanité par rapport à ce que l'intéressé lui a dit. Plusieurs choses. La migration, il a dit, c'est aussi vieux que le monde. Voilà. Et d'ailleurs, quand on prend les peuplements de tous nos États, la plupart donc, de nous ont des ancêtres qui sont venus d'ailleurs. Et donc, partant de ce fait, c'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter. Maintenant, pour ce qui est de la migration irrégulière en particulier, avec tout ce qu'elle renferme de drames humains, par l'information avisée, par la connaissance des canaux de la migration régulière, par l'ouverture des frontières, pour que ceux qui veulent aller puissent avoir satisfaire les règles minimales pour aller ailleurs, ne serait-ce que temporairement. Voilà. Par l'action efficace, et ça c'est un élément important des causes, sur les facteurs psychosociaux, donc qui relèvent et de l'individu et de sa communauté. Voilà. On pourra faire en sorte que, en étant bien informés, les gens ne s'hasardent pas à entreprendre des migrations périlleuses, qu'ils tentent plutôt la démarche qui sera celle qui est dans la légalité. Maintenant, en attendant que des actions soient faites pour que vous allez avoir, peut-être nous quatre par exemple, on peut avoir des opportunités d'aller. Certains vont aller, d'autres ne vont pas aller. Donc ça va au-delà des questions purement économiques ou politiques ou autres. Et encore que dans notre cas de figure, c'est plus des raisons économiques. Et quand les raisons politiques sont évoquées, c'est peut-être pour faciliter l'acquisition de documents, d'exilés, de réfugiés ou autres. Sinon, c'est essentiellement économique. Et le psychosocial est à prendre en compte pour que les parents, par exemple, ne donnent pas trop de charges. Est-ce qu'il y a une sorte de pression, justement, sur les candidats à la migration irrégulière? Je voulais juste, si vous le permettez, préciser quelque chose. Vous savez, les termes, les concepts sont effectivement, viennent d'ailleurs, si je peux me permettre. Okay. Quand vous prenez la migration clandestine, irrégulière, c'est pas de nous. Ça vient d'ailleurs. Okay. Et qui les envoie? C'est effectivement ceux qui sont en face de nous, qui veulent plus ou moins nous décourager à travers leur politique migratoire. Il faut le préciser. Vous voyez, le Burkinabé qui quitte ici pour effectivement son périple migratoire. Déjà, vous savez que c'est à la frontière qu'on lui conseille de se débarrasser de ces documents. Donc, à la frontière, je veux dire juste après, à la frontière nigérienne, par exemple, les passeurs, parce que c'est un autre problème, justement. Quand j'abordais tantôt ceux qui facilitent ces genres de choses ou qui conduisent nos jeunes vers, effectivement, des drames, c'est effectivement les intermédiaires. Et aussi, comme il a dit, les politiques. Et les politiques qui viennent d'ailleurs. C'est un business. Ah oui. Très rentable. Ah oui. Donc, pour le jeune qui quitte avec ses documents et qu'après on lui demande de se débarrasser des documents pour qu'en cas de rapatriement ou en cas qu'on ne sache pas d'où il vient, vous voyez déjà, alors que lui s'est préparé déjà avec tous ses documents pour effectivement aller
se chercher. Mais des documents qui ne remplissent pas les conditions. Bon, quand on dit les documents qui ne remplissent pas les conditions, vous savez déjà... Parce que quand vous avez votre passeport, c'est un visa, vous ne pouvez pas, bien entendu, aller dans ce... Déjà, saluons que nous sommes dans l'espace CEDEAO. Il faut rappeler qu'avant, il n'y avait pas de visa et que le visa a été imposé. Et ce sont des conditions. Même au Burkina, quand vous voulez rentrer, il y a des conditions pour venir au Burkina. Voilà. Non, sauf que, entre nos pays, avec la CEDEAO, la libre circulation des biens, ça, c'est une autre paire de manches. OK. Ça, également, c'est un défi pour nous, pour nos organisations. Parce qu'effectivement, selon les informations et les données, 70 à 80% des migrations se font au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est dit que, oui, c'est dit que nous n'avons pas pour ambition, le jeune n'a pas pour de quitter même l'Afrique. Il veut juste circuler dans l'espace. Et c'est pour cela. Ce qui est déjà le cas. Ce qui est déjà le cas, malgré les difficultés et les défis aussi que ceux-ci rencontrent dans ces pays africains, qu'il faut que peut-être si l'occasion nous parce que notre organisation est née suite à ce constat d'ailleurs, où effectivement des Burkinabés au Gabon, à Guinée-Conakry sont rapatriés manu militari comme ça, sans autre forme de procès. Donc, du coup, c'est ce qui fait que les jeunes, effectivement, passent à une autre vitesse, veulent effectivement franchir maintenant les frontières. Alors, pour revenir à l'espace et à la circulation des personnes et des biens, vous voyez que c'est un défi, notamment pour nos organisations et également pour nos pays. Parce que si tout cela était effectivement se faisait je veux dire que s'il y avait des facilités de libre circulation, forcément, nos jeunes n'allaient pas envisager aussi. Voilà. Maintenant, donc, si on vous écoute, le problème se pose au niveau des nations européennes. Exactement. Elles qui doivent alléger, si on vous entend bien, les conditions d'entrée dans le pays. Exactement. Okay. Et là, peut-être que les avertis comme docteur pourront peut-être revenir à la question quand vous prenez la politique depuis les différents sommets, que ce soit le sommet de Rabat, que ce soit récemment avec le sommet de la Valette, qui a suscité le fonds fiduciaire, tous nos problèmes sont partis de là. Tout ce que nous voyons, le drame que nous voyons, sont partis de ce fonds fiduciaire-là. Et vous constatez que les organisations sur place, onusiennes, effectivement disposent de fonds pour... J'allais dire, pour le retour volontaire selon eux. Voilà. Des migrants. Voilà, des migrants. Alors que ce qu'on constate sur le terrain, c'est différent. Voilà. Ah bon. Ah oui, voilà. Parce que pour vous dire, pour caricaturer les fonds qui devraient permettre effectivement peut-être une bonne prise en charge des migrants, effectivement, passent plutôt et sont utilisés à d'autres fins, notamment dans les salaires, dans les fonctionnements. Voilà. Et les promesses faites ne sont pas tenues. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui... Ces fonds sont gérés par des États ou des organismes? Bon, et vous voyez, pour revenir aux différentes politiques là, vous savez que quand vous prenez, peut-être aujourd'hui, Nouakchott, la Mauritanie, quand vous prenez effectivement il y a peu de temps le Niger, vous savez que effectivement, et même le Mali, il y avait ces accords de réadmission qu'on voulait effectivement et qu'on invitait les pays à adhérer. Et ces accords de réadmission devaient faciliter les expulsions. Voilà. Malheureusement ou heureusement pour nous, effectivement, nos pays n'ont pas cédé. Il faut dire que ça fait l'objet de chantage. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on peut vous voyez, avec la situation qui prévaut au Niger, vous voyez que dès que la junte militaire a pris le pouvoir de transition. Voilà, le pouvoir de transition. Vous avez vu que rapidement, ils avaient une loi, la loi de 2015, qui véritablement, il faut dire qu'il y avait carrément, j'allais dire quel est le terme que je vais dire. Il faut dire qu'il y avait des villes qui avaient carrément disparu, qui n'existaient pas. Quand vous prenez Agadez, par exemple, ne vivaient plus. Voilà. Mais depuis que effectivement ils ont abrogé la loi, rapidement la vie a repris de plus. Vous avez abordé les enjeux géopolitiques. Parce que quand vous dites que les nations européennes doivent alléger leurs conditions d'entrée, véritablement ça touche également des questions économiques à leur niveau.
on va vous permettre de répondre à la question aussi, mais Dr Serge Noël, est-ce que c'est possible pour les nations européennes, notamment l'Italie, la France et puis ces pays qui reçoivent les migrants, d'alléger et de ne pas adopter cette politique justement de contraindre, enfin de faire rester justement les migrants dans les pays de transit comme la Tunisie et la Libye? Il faut dire que chaque État est souverain. Et dans sa souveraineté, il régule les conditions d'entrée et de sortie de son territoire. Et ce qu'on peut reprocher, c'est que l'Europe, qui, dans les siècles antérieurs où elle était surpeuplée, a déversé le trop plein de sa population en Amérique, en Afrique, dans les colonies de peuplement comme l'Algérie, la Rhodésie du Sud, l'actuelle Zimbabwe, l'Afrique du Sud. Et voici que les pays d'Afrique sont au stade donc d'avoir enclenché les transitions démographiques. Donc à la baisse de la mortalité n'a pas obéi aussitôt la baisse de la natalité. Conséquence, explosion démographique. Voilà. Et donc de ce fait, il y a besoin pour certains d'aller ailleurs. Et c'est dans ce même moment-là que l'Europe ferme ses portes. Et le fond du problème, parce qu'il y a fermeture des frontières européennes et de façon, je vais dire, malicieuse, choix de l'immigration choisie. Et donc, ils veulent des têtes pleines plutôt que des bras valides. Ceux qui font l'expérience donc de périlleuse de la migration irrégulière, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont les diplômes. Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont le minimum pour vivre décemment sous nos cieux. Et encore qu'on peut évoquer la question donc de l'exploitation économique de nos pays par les pays européens. Donc, conséquence, on a une dichotomie. Les gens se développent, les autres s'appauvrissent, pendant que potentiellement ils sont riches. Mais ça ne peut que conduire à des flux. Et lorsque ces flux n'arrivent pas à avoir des canaux réguliers, donc d'immigration, avec l'ouverture des frontières, avec la disponibilité des visas, ils vont forcément utiliser des canaux irréguliers, donc comme la traversée du désert, la traversée de la Méditerranée, et tout ce qui s'ensuit. Tous les risques qui s'ensuivent. Je crois qu'il y a une artiste qui avait chanté. Vous me permettez, illustrer son fait. Peut-être vous avez eu écho, il y a un Sénégalais, un jeune Sénégalais, qui avait tous les talents pour effectivement jouer au football. Il est allé, malgré, avec son statut de jeune footballeur, pour rechercher le visa. 3 fois, on a refusé le visa. Et c'est la 4e fois qu'il a décidé de prendre, effectivement, les pour la Méditerranée. Et il est resté. Malheureusement. Et son père, qu'on a tenu comme responsable, a été emprisonné. Donc, il a fallu que notre réseau, nous sommes dans un réseau, le roi Prodman, il a fallu que le réseau ait effectivement... même le plaidoyer. Voilà, même le plaidoyer, avec, n'est-ce pas, des avocats, pour qu'on puisse libérer ce père-là. Parce que, doublement peiné par, effectivement, le décès de son fils. Pour vous dire à quel point, même la fermeture, effectivement, des frontières qui amènent nos jeunes à prendre d'autres initiatives. C'était ce que je voulais juste illustrer par rapport à la fermeture des frontières. Je comprends. Et cela s'entend. On parle, bien entendu, de ce que l'Europe fait pour empêcher justement. Et je pense qu'il a relevé ça en filigrane. Si on va tous dans une ambassade pour demander le visa, ce n'est pas évident avec nos diplômes, nos justificatifs d'avoir le visa. Ça, ce sont les conditions. Mais en même temps, pour parler des circuits illégaux, des canaux justement illégaux de migration irrégulière, on a cette nouvelle tendance aujourd'hui qui fait que des jeunes candidats à l'immigration clandestine, Dr Kaboré, là, je m'en vais vous poser la question, mobilisent beaucoup de ressources financières pour prendre les mêmes risques pour aller aux États-Unis. Et là, on parle de Venezuela, on parle de la Colombie, du Mexique, avec tous les risques liés au cartel de drogue, bien entendu, et bien entendu avec les frontières des États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il faut mobiliser assez de fortes sommes? Parce que là, peut-être qu'il n'est plus question de conditions économiques, conditions sociales justement de ces migrants, et prendre des tels risques pour aller aux États-Unis. C'est un peu délicat parce que la mobilisation des ressources s'explique aussi par le trajet qu'il faut effectuer.
Donc, du coup, cela fait appel aux différents, justement. Et même au niveau des passeurs. Je sais très bien qu'il y a une étude qui a été menée qui montre que les circuits changent en fonction de l'évolution, n'est-ce pas, des opportunités. À l'époque, c'était au Sénégal. Et de 60 à 75, c'était la Côte d'Ivoire. Donc, les ressortissants de l'espace CEDEAO préféraient passer par la Côte d'Ivoire, par le Sénégal, par la Côte d'Ivoire pour partir. Pourquoi? Parce que c'était par voie maritime. Donc, ils se faisaient embarquer par les navires et au moment où les gens s'en rendent compte, ils sont déjà sur le territoire européen. Mais, compte tenu des mesures qui ont été prises, cela a changé. Et ce qui explique aujourd'hui le trajet terrestre, donc il faut passer par le Burkina, par le Niger, pour remonter jusqu'en Libye. Donc, déjà, le trajet montre qu'il faut mobiliser plus de ressources, parce qu'il y a des passeurs qui demandent. Et quand on regarde progressivement l'évolution de cette migration clandestine, on se rend compte qu'il y a une information qui est tenue. Donc, le passeur qui donne l'information, il y a déjà particulièrement, voilà, un dispositif qui est en place qui permet aux potentiels, je dirais, migrants de mobiliser ces ressources. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même ceux qui s'orientent vers les États-Unis parce qu'au niveau de l'Europe, il y a une certaine saturation. Les mesures sont de plus en plus difficiles, sont très compliquées, que ce soit en Italie, que ce soit au niveau de la France, au niveau même de l'Espagne, parce qu'auparavant, les migrants passaient par l'Espagne pour pouvoir regagner les autres pays de l'espace Schengen. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que, compte tenu de la situation très complexe de l'Europe, il est encore plus intéressant de s'orienter vers les États-Unis. C'est ce qui explique aujourd'hui la mobilisation des ressources. Et cette mobilisation des ressources, très parfois, c'est toute une économie d'une famille qui est mobilisée. Je pose la question parce qu'on a reçu des témoignages justement de ces candidats à l'immigration qui ont mobilisé près de 7 millions de francs CFA pour justement tenter cette aventure pour les États-Unis en passant par le Venezuela, le Mexique, avec tous les risques encourus. L'autre question, c'est est-ce que cet argent ne pourrait pas justement permettre dans nos États de mener des activités rémunératrices de revenus? Voilà. Justement, tout à l'heure, en entrée de jeu, on en a parlé, la question économique qui explique la migration. 7 millions, on peut investir au pays. Mais quand il n'y a pas de garantie, c'est ça le problème. Il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de visibilité. Le Burkina, on sait qu'on est dans une situation sécuritaire difficile dans laquelle les actions sont menées justement pour recouvrer l'intégrité, pour restaurer la sécurité. Extrapolons sur les autres pays. Est-ce que ceci explique pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est beaucoup justement aujourd'hui dans l'immigration clandestine, qui peut autant mobiliser assez d'argent pour aller justement l'immigration irrégulière, je me dis? Oui, tout à l'heure, je le disais, il y a la question d'opportunité. Cela pose même le problème réel des États par rapport à la formation et emploi. Ça, c'est déjà un aspect qu'il faut vraiment scruter. Deuxième élément aussi important, mobiliser autant de ressources pour aller à l'aventure. Cela sous-entend que dans le pays, il n'y a pas, soit ces potentiels migrants n'ont pas su orienter leurs ressources ou bien ne savent pas dans quel domaine il faut investir. Donc, du coup, pour eux, il faut mobiliser ces ressources, aller à l'aventure où c'est plus rentable pour eux parce que même avec ces ressources déjà de l'autre côté, ils se disent que l'Eldorado, on peut, n'est-ce pas, se faire assez de fortune. Contrairement au pays, très rapidement, contrairement au pays où l'accès même aux finances est difficile, les opportunités d'emploi sont très difficiles. Autre problème, c'est que l'État aussi ne favorise pas, comme vous avez dit d'extrapoler, ne favorise pas la naissance des champions. C'est-à-dire des jeunes qu'il faut accompagner, des gens qui ont des ressources conséquentes pour mener des activités. Il faut qu'il y ait des accompagnements. Voilà. Les États ne vendent pas de rêve. De rêve. Je vous vois sourire. Est-ce que vous avez, dans vos approches, je veux dire au niveau de vos organisations, rencontré
des migrants qui expliquent pourquoi ils mobilisent autant de ressources pour tenter l'aventure. Non, je vous ramène seulement à leur adolescence. Je vais dire, vous savez, dans le cadre de l'obtention d'un diplôme professionnel, je me suis intéressé à la question. Parce que on a vu que chaque fois, il y a les retours volontaires, beaucoup reviennent. C'est, comme on l'a dit, il n'y a pas de statistiques. Alors, j'ai voulu comprendre, mais c'est à quel moment ces jeunes-là décident de partir. Et je me suis intéressé aux jeunes cireurs de chaussures. Alors, vous échangez avec ces jeunes dans la ville de Ouagadougou, vous constatez déjà qu'ils sont en train de cotiser pour, effectivement, pour ce voyage-là. Et je me suis retrouvé à Tinkodogo, effectivement, où j'ai questionné d'autres qui disent non, ils permettent à d'autres, ça veut dire qu'ils mobilisent pour un qui prend la route. Et effectivement, les autres attendent leur tour. Celui qui arrive aussi doit tout faire, effectivement, pour que l'autre. Donc, vous voyez, ça veut dire que dès le jeune âge, là, les enfants, déjà, sont déjà dans leur tête. Parce qu'ils ne sont Il plus... faut partir. Voilà, il faut partir. Il faut partir et il faut partir coûte que coûte, quel que soit, effectivement, n'est-ce pas, la situation qui s'offre même dans le pays. Donc c'est pour vous dire que si dès le jeune âge, il mobilise déjà, et après, le parent doit aussi accompagner. C'est là où vous assistez, effectivement, comment on va dire ça, au père qui vend tout, voilà, qui vend tout pour accompagner. Et récemment, j'ai été en contact avec un jeune père qui, effectivement, qui nous a approchés et qui n'avait pas, parce qu'il n'avait pas de nouvelles de son fils, qui, effectivement, était sur le chemin de retour. Par contre, son premier est déjà en Italie et qui devrait faciliter ce voyage. Et lui, sur le chemin de retour, le père était encore disposé à lui trouver parce qu'il s'est endetté et il ne voulait pas voir ce dernier revenir comme ça. Voilà. Et surtout qu'ils ne sont pas de même mère dans la famille. Donc, il est venu nous voir pour voir si nous pouvons avoir effectivement des informations. Heureusement, nous avons effectivement relancé ces contacts qu'il avait. Et au niveau de Assamake, au Niger, on a pu retrouver les traces de ce jeune qui était toujours en port. C'est pour vous dire que le jeune, dès qu'il est déterminé, les moyens, les parents même, sont aussi là pour accompagner les jeunes. Et comme l'a dit, notre contexte est tel que, effectivement, pour les gens préfèrent mobiliser les ressources pour aller que de rester parce que c'est dur. Et vous connaissez notre environnement, qui n'est pas facile. À vous entendre, c'est une migration qu'on ne peut pas arrêter parce que c'est peut-être d'ordre culturel, je ne sais pas, peut-être que le docteur va revenir là-dessus, et que les États européens gagneraient justement, pour aller très vite, à alléger les conditions pour ne plus avoir affaire justement à cette situation de migration irrégulière. Si on vous a bien compris, Sébastien Ouedraogo. J'ai dit, nous sommes mobilisés contre les politiques européennes qui, effectivement, conduisent nos jeunes au drame que nous constatons. On va revenir sur la question que vous menez. La question, je dis, la solution il y a, c'est d'agir sur les facteurs psychosociaux. De telle sorte que les jeunes, puisque c'est le principal public cible, et ne voient pas l'Europe comme un Eldorado et l'Afrique, le Burkina en particulier, comme un affaire. C'est ainsi que les gens ne vont pas mobiliser des sommes qui auraient suffi à se créer un avenir au Burkina et à envisager la migration que dans le contexte de la régularité. Donc en ayant un passeport et un visa en bonne et due forme. Maintenant, faute d'agir sur ces facteurs endogènes, on sera toujours face au drame de la migration irrégulière. Et maintenant, des gens vont indexer X ou Y, maintenant, mais la causalité va être forcément cumulative. Il y a un ensemble de facteurs qui concourent à cette réalité. Je me rappelle qu'il y a 4 ans, lors d'une rencontre au Sénégal, et des collègues du Mali
de la société civile ont évoqué les pleurs, les larmes de femmes qui demandent de les aider à sensibiliser les enfants pour qu'ils ne prennent pas le risque de mourir au désert d'inanition ou de mourir dans le cimetière marin qu'est la Méditerranée. Pourquoi? En quoi faisant? En leur donnant l'information vraie. Maintenant, le drame, c'est quoi? Quand on prend les reportages que vous avez à faire, dans le contexte où vous avez pu tourner, on a vu quelqu'un qui, malgré tout, est arrivé à bon port. Quelqu'un qui a réussi en griffe. Maintenant, voilà. Travail décent. Voilà. Mais donc, sur combien de personnes qui ont échoué, qui sont morts? La question reste posée. Voilà. Et donc, ça crée d'une manière ou d'une autre un effet, un appel d'air. Et des gens sont prêts au fatalisme. Ils sont prêts à tout. En se disant que s'ils meurent, c'est que Dieu avait prévu. C'est des pseudo-raisons religieuses. Ça ne tient pas la route. Maintenant, en attendant, il faut qu'on se vende nous-mêmes du rêve, que les dirigeants agissent, que nous, les acteurs de la société civile, on agisse, que la communauté nationale dans son entièreté agisse pour que on évite les affres de la migration irrégulière. Maintenant, sinon la migration en elle-même, on ne peut pas l'arrêter. Mais l'idéal, c'est que ça se fasse dans les règles de l'art. Et en ce moment, ce sera bénéfique et pour le migrant, et pour sa communauté d'origine, et pour le pays d'accueil, et pour le pays d'origine. Et justement, comment, à ce niveau-là, on actionne, ou quel levier actionner justement par rapport aux solutions que vous avancez, que ce soit les organismes nationaux, que ce soit les politiques, les gouvernants, quels sont les leviers qu'on doit activer? Ça va d'abord la synergie des actions. Nous ne sommes pas en concurrence. Sébastien est de l'aide migration, moi c'est du toxin. On agit de façon synergique. Et on accompagne l'État et les autres acteurs non étatiques. Donc le système des Nations Unies ou d'autres ONG. Donc, et dans cette logique-là, si chacun joue sa partition, et si les communautés à la base, et si nous-mêmes on se convainc que le Burkina n'est pas un enfer, on trouvera le moyen de se construire ici. Nous quatre qui sommes là, c'est pas évident que s'il y a des opportunités, même de migrer de façon régulière, c'est pas évident qu'on va partir. Que tous on va partir. Des gens diront que leur avenir est au Burkina plutôt qu'ailleurs. Maintenant, des gens sont ailleurs. Le Burkina a des politiques pour tirer un meilleur profit de sa diaspora, qu'elle soit allée régulièrement ou irrégulièrement. Il faut qu'on agisse naturellement sur les pays d'accueil pour que, si nos compatriotes, certains sont sans papier, qu'on leur donne les papiers, en allégeant les conditions, et donc qu'il n'y ait suffisamment aussi de publicité sur les drames de la migration régulière. Pour décourager. Voilà, pour décourager, et pour que les ressources des vies humaines ne soient pas dilapidées. Justement, est-ce qu'en même temps, quand vous dites, là je m'adresse à vous, Sébastien Ouedraogo, parce que vous avez parlé beaucoup des nations européennes, des nations, les États qui accueillent ces migrants-là, est-ce qu'il n'y aurait pas, enfin, la migration irrégulière ne peut pas créer des tensions justement entre les pays d'origine, de transit ou de destination des migrants? Parce que quand un pays comme l'Italie reçoit chaque mois plus de 7000 migrants sur ses terres, bien entendu, cela je ne suis pas en train de défendre l'Italie, bien entendu. Je fais des précisions sur ce qui est revenu dans les études, puisque de plus en plus, l'État italien, l'Italie par exemple, accuse les autres nations de ne pas assez la soutenir. Il y a cette évidence. Est-ce que ça peut pas créer des tensions géopolitiques à ce niveau-là? Oui, bien évidemment. C'est sûr qu'effectivement, ce qui se passe, c'est comme ce que je venais de dire. Vous savez qu'au niveau du Niger, avec Frontex, effectivement, pour passer, c'est difficile. Et dès que nous avons même comme l'impression que c'est parce qu'il y a barrage que les jeunes sont tentés de défier. Voilà, ils sont permanemment dans ça. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut véritablement, il a abordé une concertation de l'ensemble des acteurs pour effectivement, pour travailler de telle sorte à ce que effectivement les jeunes qui veulent bouger, ou dès qu'ils sont à un certain niveau, qu'on puisse effectivement les
les ramener à une certaine raison. Je ne dirais pas, parce que moi, je ne suis pas, moi, ma position est claire, je ne lutte pas contre de la migration. Vous n'êtes pas là pour décourager? Non, non, je ne suis pas là pour décourager. Parce que moi, je vous parle, moi, j'ai un petit frère qui a migré et aujourd'hui participe. De façon irrégulière? Irrégulière, mais aujourd'hui qui est dans une certaine... voilà. Aisance financière. Qui participe même à l'économie même du pays. Je peux le dire. Voilà, je peux le dire. Et qui pourra encourager d'autres candidats à l'immigration. Et ce que je vous dis, allez-y dans le centre-est. Lui, il a parlé de décourager. Vous savez, les institutions financières là sont installées dans ces zones-là. Il y a des provinces ou des régions où vous n'avez pas toutes les institutions financières. Vous allez dans certaines localités, vous allez trouver toutes les institutions financières sur place. C'est pourquoi. Voilà. Donc, selon la localité, votre discours ne va pas tenir. Moi, j'ai fait l'expérience en allant avec une équipe lors d'une caravane. Quand nous sommes arrivés, les jeunes ont dit non, vous venez nous décourager, mais nous, c'est pas question. Nous sommes prêts. On vous êtes moins inhumain, dégradant qu'on voit dans les reportages. Ils n'attendent pas cela de... Non, ça, c'est pas leur souci. C'est comme quelqu'un qui a véritablement soif de s'affirmer. Vous allez vous lui dire non, il ne faut pas aller là-bas parce que il regarde derrière, il ne voit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Vous-même, en le regardant, qu'est-ce que vous faites? Parce que même si vous dites que vous lui donnez 1 million, 2 millions pour qu'il s'installe, il va vous dire que c'est pour les jeunes. Parce que tout le village est parti, tous les jeunes du village sont partis, donc du coup, lui, il ne doit pas. Donc pour vous dire que, pour ce qui se passe en Italie, au truc, c'est véritablement cette vague-là. Vous voyez, nous sommes un pays de transit, et tous ceux qui viennent ici passent transit ici, et qu'on voit aussi d'autres jeunes pour qu'ils aillent. Et c'est un mouvement général. Donc du coup, l'Italie, c'est bien. On voit... Je prends l'exemple pour parler de tensions entre nations. Voilà. Puisque, bon, vous voyez, à partir du Niger, c'est véritablement la porte ouverte. Donc, du coup, les jeunes sont conscients de cela et effectivement, c'est leur route. Pour vous dire qu'il faut que les politiques se parlent. C'est vrai que l'Europe donne la contrepartie, c'est l'argent contre le blocage. Ça aussi, c'est... Et vous êtes contre? Ah oui, parce que si on donne de l'argent, il va falloir qu'on suive déjà pour voir qu'est-ce qui est fait de cette malheureusement, ce n'est pas injecté là où il faut injecter. Donc, du coup, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous évoquez la question donc, des tensions géopolitiques en lien avec la question globale de la gouvernance des migrations. Il faut s'attendre à ce que les choses s'amplifient. Regardez l'évolution politique en Europe, c'est la montée des extrêmes. Ah. Donc, on va vers plus de fermeture des frontières. Voilà. Et c'est des choses, qu'on le veuille ou pas, qu'il faudra que nos pays prennent en compte, parce qu'ils sont des pays d'immigration de transit. Et les pays d'immigration, sont dans une certaine logique. Chaque État étant souverain, c'est à chacun donc de se battre pour sa chapelle. Et pour notre chapelle au Burkina ici, je répète que les questions du fatalisme vont demeurer. Et pour dépasser ces fatalismes-là, il faut qu'il y ait des décisions informées. Et lorsque les gens sont sûrs, ont des éléments qui montrent que le canal qu'ils ont choisi est plutôt périlleux et que le risque de trouver la mort ou de ne pas arriver à destination est grand, ils ne vont pas dilapider des ressources immenses qui auraient pu servir. Les candidats sont bien conscients justement de la dangerosité de leur aventure. Il y a plusieurs situations. Pour vous qui êtes en contact avec justement ces candidats, ils sont au courant. Et oui, ils sont au courant. Mais ils ont des infos. Ils suivent quand même. Ils suivent la télé. Ils voient les images. Ils sont informés. C'est vrai que, contrairement à ce qu'on pense, les selfies et les autres qui les miroitent, ils le savent. Ah oui. Ils sont conscients. Voilà, de ce qui les attend. Maintenant, en quittant, c'est pourquoi en quittant, ils ont leur bénédiction, ils font tout pour avoir les bénédictions des parents, effectivement, et leur contribution, effectivement, est synonyme de leur caution morale aussi. Donc, du coup, tout ça, ils y vont. Voilà. C'est le fatalisme. Voilà, c'est le fatalisme. C'est le fatalisme, mais je pense que
il faut véritablement insister sur la question de la sensibilisation. Très important. Pas seulement que, je dirais, les jeunes, mais aussi aller vers, n'est-ce pas, ces régions où on sent que vraiment c'est des régions où il y a plus de candidats potentiels. Et cela implique aussi la responsabilité de l'État. Qu'est-ce que nos États doivent faire face à une telle situation? C'est d'engager des réformes politiques. Être en collaboration même avec les ONG, les institutions spécialisées dans la gestion, n'est-ce pas, de la question migratoire. Par rapport au conflit que vous avez mentionné, les crises diplomatiques, il en aura. Oui. Sur ce que l'État, enfin les États, justement, doivent faire pour ces genres de questions. Parce que vous parlez de sensibilisation, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà des sensibilisations? D'autant que, comme ils l'ont relevé, ces candidats n'écoutent plus. Ils veulent partir. Enfin, quand vous échangez avec eux, la plupart du temps, la décision est prise, comme l'avait chanté un célèbre artiste ivoirien, je m'en vais, la décision est prise. Voilà. Est-ce que l'État ne doit pas aller justement au-delà de ce que vous appelez sensibilisation? Bien sûr, l'État doit aller au-delà de la sensibilisation, créer des canaux d'insertion professionnelle des jeunes. Ça, c'est un fait qu'il faut pas quand même balayer du revers de la main. C'est parce qu'ils n'ont pas d'avenir dans leur propre pays qu'ils sont tentés d'aller à l'aventure. Donc, ça, c'est un problème qu'il faut chercher à résoudre, que l'État doit nécessairement injecter, si vous voulez, des ressources, trouver des mécanismes pour pouvoir, n'est-ce pas, favoriser l'insertion des jeunes. Ça, c'est un fait. Deuxième élément important pour décourager les jeunes à l'immigration irrégulière, c'est de durcir aussi, n'est-ce pas, si vous voulez, les conditions de départ. Pourquoi je dis ça? On a l'impression que dans certains États, surtout au niveau de l'espace CEDEAO, qu'il y a une volonté manifeste de laisser faire. Parce que, comme l'a dit Harry Jérôme, qui explique la migration, la question de facteurs répulsifs et facteurs attractifs, tant que ces deux éléments ne sont pas pris en compte, il sera très difficile. Donc l'État doit, à son niveau, maintenir une certaine pression sur le départ, donc le contrôle véritable. Ce n'est pas que les gens ne savent pas, je dirais, le circuit. Ils le savent, mais qu'est-ce que l'État fait? Vous ne dites pas la même chose. Lui dit d'alléger leurs conditions, vous dites de durcir leurs conditions. En même temps, malheureusement, on est à la fin de cette émission, mais très rapidement, enfin, c'est peut-être bénéfique pour les États de laisser partir justement leurs ressortissants à l'extérieur pour le gain financier. Bon, je crois que notre pays a une politique une stratégie nationale de la migration, voilà, qui peine à mobiliser les financements nécessaires pour sa mise en œuvre. Tout ce que le docteur disait effectivement, c'est dans la stratégie. Voilà, où effectivement, depuis le niveau déconcentré, où les communes, tous ces acteurs et les communautés sont effectivement partie prenante dans l'accompagnement des jeunes, dans la fixation même des jeunes dans les terroirs. Ils sont partie prenante. Voilà. Et à l'aspect aussi de la promotion des droits humains, où effectivement, comme je l'ai dit, beaucoup de violations des droits humains. Ça veut dire que l'État même a déjà pensé. Quand vous prenez la sous-région, vous voyez effectivement, les pays ont déjà des politiques tantôt stratégie de la migration. Maintenant, est-ce qu'on se parle réellement? C'est là la question. C'est là véritablement la question. Voilà. C'est un sujet qui est très vaste. Pas justement au cours de cette seule émission aborder de façon holistique la question. Bien entendu, il y a les questions peut-être prochainement revenir sur la question d'endettement justement de ces migrants qui reviennent, qui mobilisent assez de ressources financières qui échouent et qui reviennent s'installer. Il y a aussi l'accompagnement justement au niveau des États de ces migrants qui reviennent et puis beaucoup d'autres questions. Donc on pourra revenir là-dessus avec vous, Sébastien Ouedraogo, Adama Kaboré ou encore Serge Noël Ouedraogo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique. Bonsoir.